Ce débrief et merci aux organisateurs bien sûr de me l'avoir proposé. Donc on va terminer par cancer et transplantation. Je vous prie de m'excuser par avance pour certains raccourcis que je suis obligée de faire pour tenir le chrono. Donc tout d'abord, en ce qui concerne les cancers, quelles sont les communications qui m'ont marqué concernant d'abord l'incidence et les outils diagnostiques. D'abord, ce travail présenté par Giuliana Amadeo de Mondor concernant l'association de la TEP FDG et Colline pour prédire l'agressivité des CHC, une étude monocentrique, rétrospective, mais qui s'intéressait à 70 patients qui étaient réséqués, donc des histologies pour tous les patients, et la TEP réalisée dans le mois qui précédait la chirurgie. Finalement, très brièvement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce travail ? Ce tableau résume le principal résultat. Quand on regarde les facteurs qui sont associés à une agressivité de la tumeur, ce qu'on connaît histologique, la taille, l'invasion, finalement, ces patients avaient en grande majorité un FDG qui était positif, et c'était ceux au contraire pour qui la colline était négative qui avaient encore ces marqueurs. Donc finalement, l'association de ces deux examens pourrait permettre de prédire le phénotype agressif de ces cancers, et bien sûr, il mérite d'être validé pour trouver sa place en préopératoire des patients donc candidats à la chirurgie hépatique. Ensuite, bien sûr, deux communications à propos du risque de carcinome hépatocellulaire sous traitement antiviraux. Deux communications qui ont retenu mon attention. La première, celle de la cohorte ANRS Hépater, avec plus de 14 623 patients dans cette cohorte qui ont une hépatite C. Et on s'est concentré dans cette étude sur deux populations, donc les patients qui étaient traités par AVD, donc 6460, et ceux qui n'en recevaient pas et qui étaient à risque de CRHC, et donc étaient évalués les décès, les CHC et les décompensations. Je me concentrerai sur les CHC. Visuellement, il y avait plus, bien sûr, de CHC chez les patients traités par AVD, mais ces patients étaient plus nombreux. Quand on regardait les courbes de survie sans score de propension, finalement, effectivement, il y avait une différence significative et un surrisque de CHC chez les patients qui étaient traités par AVD. Mais lorsqu'on pondérait ces résultats sur des covariables issus d'une analyse multivariée sur la gravité des patients et donc leur risque propre de faire un carcinome hépatocellulaire, eh bien on annulait ce surrisque, comme vous pouvez le voir ici. Et donc les messages, en tout cas pour le CHC de la cohorte Hépater, sont quand même globalement rassurants. Une autre communication qui allait dans le même sens était celle de Pierre Naon sur la cohorte ANRS Sirvir. Donc cette fois, on s'intéressait qu'à des patients cirrhotiques, BC non compliqués. Donc Sirvir, vous connaissez déjà de très belles publications. Et donc cette fois-ci, encore une fois, on s'est concentré sur les patients qui avaient une hépatite C, 1270 patients, 336 qui avaient reçu donc des antiviraux directs de nouvelle génération, 495 de l'interféron, et puis des patients qui n'étaient pas traités. Finalement, voilà la courbe brute, une nouvelle fois, avec les patients qui n'avaient pas de SVR, qui avaient les plus grandes chances de faire un CHC, et puis les courbes, donc R-interféron et AVD, on voit qu'il y a une différence significative avec un surrisque pour l'air AVD. Et une nouvelle fois, lorsqu'on effectue un score de propension et que l'on donc supprime les biais en rétablissant la gravité des malades, sachant qu'on a traité des malades qui avaient des plus graves, eh bien on annulait et on n'observait plus cette différence en termes de surrisque de CHC. Donc quand même deux études importantes. Alors est-ce qu'on est complètement rassuré? Point d'interrogation, il reste quand même certains sceptiques. On a besoin en tout cas de ces travaux, mais vraisemblablement le message est important. On n'a pas traité les mêmes malades, on observe plus de CHC parce qu'on a traité des malades plus graves. En ce qui concerne l'hémochromatose, une belle étude de Rennes donc qui vient de nous être présentée. On savait que la saignée améliorait la survie,
diminuer la fibrose. Le but de cette étude, c'était de regarder sur des biopsies effectuées avant le début des saignées et après, l'évolution de la fibrose d'abord, et donc une amélioration dans 42% des patients de cette série. 112 patients avaient été retenus, et chez 39% des patients, alors qu'initialement, ils avaient une fibrose sévère, F3 ou F4, 39% étaient F2 à la fin du suivi sur les biopsies. Et l'autre message très important de cette étude, c'est le risque de CHC qui diminue avec la réduction de la fibrose. Alors, j'attire quand même votre attention sur les pourcentages qui restent élevés de CHC chez les patients cirrhotiques, y compris ceux qui régressent en fibrose. Est-ce qu'on annule complètement le risque? Ça ne reste pas tout à fait clair, et donc je compte bien sûr sur l'équipe de Rennes pour nous donner des réponses dans l'avenir pour comment mieux dépister ces patients et quels sont les sous-groupes à risque de CHC. Voilà pour ce qui est de l'incidence et des outils diagnostiques. Alors, j'ai sélectionné 3 travaux concernant la physiopathologie et l'histologie. Le premier travail concerne un nouveau marqueur de progression du CHC, un beau travail fondamental de l'équipe de Christelle Desbois-Mouton. On sait que l'hyperinsulinémie est un facteur de risque indépendant de CHC, et particulièrement si l'on s'intéresse aux récepteurs de l'insuline et à ses isoformes, on sait que l'isoforme prévalente dans la population générale est la B, et que dans le CHC, il y a une augmentation de l'isoforme A. Et donc, ce travail avait pour objectif de corréler en fait le ratio entre la présence de l'isoforme A et B et l'agressivité du CHC. Donc, pour ce faire, ils ont pris 85 CHC qu'ils ont appariés au foie adjacent. Donc, le premier message important, c'est qu'effectivement, le ratio est bien corrélé à la survie dans cette cohorte, avec un cutoff qui était là à 2,5, et que ce ratio était également corrélé aux facteurs que l'on connaît de mauvais pronostic, que ce soit le taux d'alpha-fétoprotéine, la différenciation ou l'invasion microvasculaire. Et le deuxième message, fait à partir donc de cellules HUA7 qui surexprimaient soit l'isoforme B, soit l'isoforme A, ou un groupe contrôle, et bien que pour les souris chez qui on injectait les cellules avec une surexpression de l'isoforme A du récepteur de l'insuline, on avait une augmentation du volume tumoral, comme c'est le cas ici. Je ne vous présente pas l'intégralité du travail, mais il y avait aussi une plus grande invasion, une plus grande capacité migratoire, et donc ça place effectivement cette isoforme A du récepteur de l'insuline comme un marqueur de progression du CHC nouveau. Concernant le cholangiocarcinome, on peut quand même déplorer très peu d'études lors de ce congrès. Un beau travail tout de même de Lorraine Blaise avec Valérie Paradis concernant le rôle du stroma des cholangiocarcinomes intrahépatiques. Donc, vous le savez, ce n'est pas la forme principale de cholangiocarcinome, ça concerne seulement 10%, mais c'est un pronostic très sombre, 15% de survie à 5 ans. Et donc, ces tumeurs sont caractérisées par un stroma fibreux qui est intense, représenté ici, avec beaucoup de choses, des protéines de la matrice, des cellules inflammatoires, des vaisseaux, des fibroblastes. Et ce qu'a montré Lorraine, c'est que dans une étude rétrospective qui a inclus donc 50 patients et donc histologie de ces patients qui avaient un cholangiocarcinome intrahépatique, eh bien, c'est que d'abord, le fait d'avoir une fibrose plus importante en Picosirius était plutôt de bons pronostics pour ces tumeurs. La deuxième chose, c'est que l'activité des fibroblastes mesurée par un score qui est déjà validé, l'Activated Stroma Index, lui, au contraire, était plutôt de mauvais pronostics. Et enfin, que l'infiltrat inflammatoire et sa qualité et sa richesse avaient un impact également sur le pronostic de ces lésions. Donc, ce travail m'a plu parce que déjà, il s'intéresse à une entité quand même de cancer du foie rare, et qu'en plus, on a besoin de travaux comme celui-là pour mieux connaître la physiopathologie de ces lésions et donc pouvoir, dans l'avenir, proposer des traitements. Alors, passons justement au traitement.
quid des traitements pour le cancer et le CHC. La première étude, c'est celle que vous avez peut-être vue aussi à l'EASL, mais ce sont les résultats finaux qui ont été présentés ici, celle de Sarah qui comparait radioembolisation, donc radiothérapie locale, et sorafenib. 467 patients inclus et randomisés, des CHC qui étaient localement avancés pour des patients inopérables ou non répondeurs à 2 séances de chimioembolisation et des patients avec une cirrhose maximum Child B7. Voilà le principal résultat. Malheureusement, cette étude, on le savait, est négative, que ce soit sur la survie globale ou sur la survie sans progression. Pas de différence, quand même une petite différence en termes de progression intrahépatique, avec une différence significative à la faveur du groupe radioembolisation, et aussi à souligner une bonne tolérance de la radioembolisation. L'autre étude concernant les CHC avancés, c'était l'étude RELIVE, qui cette fois s'intéressait à la doxorubicine, des nanoparticules chargées de doxorubicine, ce qui permettait une meilleure disponibilité hépatique du médicament, qui limitait l'effet du relargage par les pompes de résistance au traitement, et puis une meilleure captation nucléaire aussi dans les cellules tumorales, cette forme de doxorubicine. Donc finalement, les patients, je ne vais pas détailler, donc étaient randomisés en 3 bras, 2 bras différents de doses de doxo et le bras de standard of care. Pour des CHC avancés toujours, intolérance ou échec au sorafenib, et là encore des cirrhoses compensées. Une nouvelle fois, malheureusement, cette étude est négative, avec une survie globale qui n'était pas différente dans tous les bras de l'étude. La tolérance était en revanche bonne. Ce qu'a souligné quand même l'orateur, et à juste titre, c'est que même sous sorafenib et dans ce bras de traitement, il n'y a pas de différence, mais en 10 ans, on a quand même gagné de la médiane de survie des patients. On les sélectionne probablement mieux. Enfin, cette étude qui est l'étude REFLECT, le lenvatinib, qui est un inhibiteur de protéase, là aussi une étude de phase 3, multicentrique, randomisée, de non-infériorité. Le lenvatinib donc était comparé au sorafenib chez des patients Child A non résécables, mais qui n'avaient jamais reçu de traitement systémique. La survie globale n'était pas différente dans les 2 groupes de traitement, et la tolérance était bonne, une petite différence non significative en termes de survie sans progression dans les critères RECIST, mais là aussi le résultat est globalement décevant. L'avenir est sûrement dans l'immunothérapie, alors seul et ou couplé à d'autres stratégies. Donc Olivier Rosemorduc nous a présenté les résultats du niveau, donc un anti-PD-1 dans le CHC. Finalement, c'est du CheckMate qui inclut là aussi des patients avec un CHC avancé, un child inférieur ou égal à B7. Donc il y avait 2 populations étudiées, une population naïve de sorafenib, une population qui avait reçu sorafenib avec différentes doses de traitement. Et le principal résultat est là. Vous voyez que la médiane de survie globale est de 28 mois dans le groupe sorafenib, avec clairement des patients qui ne répondent pas, mais pour ceux qui répondent, en tout cas, on a l'impression d'une réponse qui peut se prolonger dans le temps, de même que pour les patients qui avaient été exposés au sorafenib, avec pour l'instant une survie médiane plus courte, mais là aussi des patients qui répondent et qui semblent répondre de façon prolongée. Alors, voilà ce qui est du CHC, du cholangiocarcinome et des traitements. Quand même une communication qui concerne indirectement le cancer, mais l'immunothérapie et sa possible toxicité hépatique, immunomédiée multicible. Un travail d'Éléonora Demartin qui nous a bien montré que sur une petite série d'hépatites aiguës, le premier message, c'est qu'on reste des hépatologues et que si on nous adresse des patients pour une hépatite aiguë dans un contexte d'immunothérapie, finalement, il faut éliminer une autre cause. Et puis, chez ces patients qui recevaient des immunothérapies, ce ne sont pas des hépatites auto-immunes vraies, on n'a pas les caractéristiques, et finalement, l'histologie a probablement un rôle très important, en tout cas, tant qu'on ne connaît pas mieux ces entités, pour orienter notre stratégie thérapeutique. Et je terminerai avec 2 études sur la transplantation. La première qui concerne le score alpha-fétoprotéine dans la vraie vie. Comme vous le savez, c'est le score qui nous permet maintenant
d'inscrire les patients sur liste de transplantation pour CHC, un modèle qui tient compte du diamètre, du nombre de nodules et du taux d'alpha-fétoprotéines. Donc, dans cette étude rétrospective pilotée par Thomas Descamps, 2 groupes, une ère avant le score alpha-féto, une ère après son implémentation en janvier 2013 par l'ABM. Pas de différence en termes de survie globale, de retrait de liste, pas de différence en termes de respect des critères. Par contre, quand même, un warning sur la récidive de CHC multipliée par presque 2 dans le groupe ou pendant l'ère alpha-fétoprotéine, avec des questions qui restent là en suspens concernant ce résultat. Un travail également de l'Agence de la biomédecine concernant les résultats et l'impact probablement positif des antiviraux directs de l'hépatite C sur notre activité de transplantation. Diminution de 30% depuis leur implémentation en 2013 de l'activité de greffe, et particulièrement pour les séroses décompensées en bleu, avec une diminution des patients qui sortent de liste pour aggravation et surtout une amélioration de certains patients sur liste. Donc ça, c'est un message très important. Et la dernière étude concernait les greffons hors tour, présentait une étude de Mondor. Donc, ça correspond à peu de patients, ces greffons qui sont souvent de mauvaise qualité, entre guillemets, refusés par 5 équipes. Des résultats qui sont encourageants parce que malgré le fait que la qualité de ces greffons sont remises en cause, eh bien, en tout cas apparier probablement à des receveurs qui peuvent les recevoir, des MEL de bas, des CHC, eh bien, une très bonne survie du patient et du greffon. J'en terminerai là pour vous dire d'abord merci Nice, merci à vous pour votre attention et surtout les auteurs pour m'avoir communiqué leurs données. Et puis je vous dis rendez-vous l'année prochaine à Lyon.